Bonjour à toutes et à tous, vous êtes au rendez-vous de l'OIF. Nous sommes en plein centre d'Erevan, place de l'Opéra, au village de la francophonie, au plateau de Radio Vent et de Courrier d'Erevan. Je suis Anna Bardassarian et je parle français. Nous sommes 300 millions de francophones, c'est officiel. Tous les 4 ans, l'Observatoire de la langue française publie son rapport sur la langue française dans le monde. Pour en savoir plus, nous avons invité au plateau Alexandre Wolf, responsable de l'Observatoire de la langue française. Bonjour Alexandre Wolf, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, quelle est la place de la langue française dans le monde? Et donnez-nous des chiffres s'il vous plaît. Vous avez donné déjà le chiffre principal, la nouvelle estimation du nombre de francophones dans le monde. Effectivement, 300 millions de personnes partagent cette langue française à l'échelle de la planète, pas seulement dans l'espace institutionnel francophone. Et la place est plutôt en progression puisque nous avons une progression de 10% à l'échelle mondiale et même une progression plus importante sur des territoires dans lesquels le français est une langue d'usage quotidien, car le français, c'est sa force, est à la fois une langue présente quotidiennement et dans la vie sociale de nombreux locuteurs, mais aussi comme une langue étrangère. Et bien sur ces territoires où le français est d'usage quotidien, notamment en Afrique, la progression est encore supérieure puisqu'elle est de 17%. Qui et pourquoi apprendre le français ? Alors, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui ont le français comme langue d'enseignement, c'est-à-dire que c'est la langue dans laquelle on apprend à lire, à écrire, à compter, à parler. Et toutes les autres matières, ça concerne déjà plus de 80 millions d'élèves dans le monde. Et c'est une nécessité pour s'insérer dans la vie économique, sociale, culturelle de son pays ou des pays qui entourent, des pays de la région. Et puis il y a le français langue étrangère, ce qui est le cas par exemple en Arménie, où on apprend le français pour renforcer sa capacité à s'insérer sur le marché du travail par exemple. Et ça peut être aussi pour découvrir d'autres cultures. Pour une langue qui justement est internationale, le français a des atouts en la matière. Et dans ce cas-là, qui concerne à peu près 50 millions de personnes dans le monde, eh bien, le français connaît des dynamiques contrastées, mais plutôt positives, avec à l'échelle mondiale une progression de 8% en 4 ans. Et dans certains continents, une progression très importante, c'est notamment le cas en Afrique, mais aussi une relative stabilité en Europe et une progression dans la région Maghreb, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Quels sont les défis actuels de la langue française ? Alors, les défis sont nombreux, mais si on voulait synthétiser les choses et les enquêtes que nous avons conduites pour établir ce nouveau rapport sur la langue française dans le monde 2018 le montrent, il y a un enjeu évidemment qui relève de l'utilité de la langue française. Pour apprendre une langue, que ce soit une langue d'enseignement ou une langue étrangère, il faut qu'on ait le sentiment qu'elle va vous permettre de vous insérer, d'avoir aussi une bonne compréhension du monde, une ouverture sur le monde. Et de ce point de vue-là, le français évidemment a des atouts puisqu'il est présent sur les 5 continents, mais aussi il est porteur d'une diversité culturelle extraordinaire grâce à sa présence justement dans ces pays très différents où les cultures, les histoires, les imaginaires, la spiritualité sont différentes, mais ces différents sujets peuvent se retrouver grâce au partage de la langue française. Donc c'est un défi pour la langue française parce que justement cette diversité culturelle ne va pas toujours de soi et donc le dialogue, l'intercompréhension, la discussion sur des sujets qui concernent notamment les jeunes, puisque c'est les jeunes qui feront l'avenir de la langue française en particulier, sont des rendez-vous nécessaires que la francophonie s'emploie à organiser et qui donnent, je crois, de bons résultats. Alors peut-on constater sûrement que le français est en cours de progression ? Oui, à l'échelle internationale, le français progresse. Évidemment, il y a des réalités contrastées, je le disais, et les défis sont nombreux. Là, j'ai parlé plus du français langue étrangère, mais pour ce qui concerne le français langue d'enseignement, ce qui est le cas dans une trentaine de pays, et en particulier en Afrique, et singulièrement en Afrique subsaharienne, il y a un défi considérable à relever en matière d'éducation, parce que heureusement, fort heureusement, de nombreux élèves, enfants arrivent à l'école de plus en plus,
Et il faut leur assurer un service éducatif, si j'ose dire, de bonne qualité. Ça passe par la formation, bien sûr, des maîtres, et il faut en former beaucoup. Et c'est un vrai problème aujourd'hui en Afrique subsaharienne en particulier. Ça passe par donc la qualité des contenus éducatifs, l'accès à des ressources. Et tout cela, évidemment, ça demande des moyens. Ça demande des moyens et aussi un peu d'intelligence, puisque la langue française, lorsqu'elle se déploie sur ces territoires, en Afrique subsaharienne en particulier, elle est toujours en coexistence, en cohabitation avec d'autres langues, les langues nationales, qui, fort heureusement, perdurent et se développent aussi. Mais il faut veiller, notamment dans l'apprentissage, à ce qu'il y ait une bonne articulation entre la maîtrise de sa propre langue nationale, sa langue première, comme on dit, et le français. Et donc, il y a des programmes spécifiques qui sont déployés par la francophonie, notamment un programme qui s'appelle École et langue nationale en Afrique, qui permet justement cette articulation harmonieuse et qui donne des résultats très positifs, puisque les enfants qui suivent ces enseignements biplurilingues ont des résultats meilleurs, significativement meilleurs, que d'autres élèves, à la fois dans leurs compétences générales qu'ils doivent acquérir à l'école et en français en particulier. Quel est l'avenir de la langue française ? Eh bien, il dépendra beaucoup justement de la manière dont on arrivera à relever ce défi de l'éducation, de l'enseignement. Mais on prévoit, et nous travaillons pour cela avec un observatoire qui est situé à l'Université Laval à Québec, l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone, qui prévoit une progression significative du nombre de locuteurs de français, puisqu'on dépasserait la barre des 700 millions à l'horizon 2060. Mais encore une fois, cela dépendra de la capacité des systèmes éducatifs à assurer un enseignement de qualité, et puis aussi des évolutions qu'on maîtrise moins, par exemple en matière de variété de français. On sait que dans ces pays, il y a des variantes locales du français, alors qui sont parfois un enrichissement, souvent d'ailleurs, qui permettent notamment à la littérature francophone d'avoir cette richesse et cette diversité, mais qui sont parfois aussi des variétés qui s'écartent progressivement de la capacité des francophones à se comprendre entre eux. Donc c'est une évolution accompagnée et sans doute à canaliser pour que la francophonie demeure cet espace de partage réel d'une langue commune. Merci Alexandre Wolf, merci d'être venu. Je vous en prie, merci à vous. L'éducation figure plus que jamais parmi les priorités de la francophonie et c'est l'IFEV, Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, qui conduit pour la francophonie les actions qui permettent de répondre aux défis éducatifs et linguistiques des pays en tenant compte de la diversité des contextes linguistiques biplurilingues. Son directeur Émile Tanawa est avec nous. Bonjour et merci d'être venu. Émile Tanawa, et bonjour à tous les auditeurs. Merci. Quelles sont les missions et les domaines d'intervention de l'IFEV ? Alors, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, donc créé lors du 15e sommet de la francophonie, a principalement pour mission de fournir aux États et gouvernements toute l'expertise dont ils ont besoin pour concevoir, mettre en œuvre, assurer le suivi et évaluer leur politique éducative. Le domaine est vaste. Et donc, l'Institut de la francophonie, l'IFEF, est à l'intersection des acteurs de la francophonie qui travaillent sur ces sujets-là, notamment dans le domaine de l'éducation de base. Et nous sommes donc à l'intersection des actions de la Confémen, de l'Université Senghor, de la Conféges, de l'Université de Senghor à Alexandrie. Et nous travaillons ensemble pour faire en sorte que justement les défis de l'éducation soient relevés. Et nous œuvrons principalement au renforcement des compétences des enseignants et des encadreurs à travers la formation continue initiale des enseignants. Question de renforcer leurs compétences pour qu'ils puissent mieux accompagner les élèves. L'enjeu étant pour nous de faire en sorte que les apprentissages soient meilleurs, parce qu'on s'est rendu compte que depuis des années, on a beaucoup œuvré dans le domaine de l'éducation, mais les élèves apprennent toujours pas de la meilleure manière possible et apprennent pas très bien, si vous voulez. Et donc, l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de travailler avec les enseignants,
avec les corps d'encadrement, avec les décideurs qui sont dans les ministères, pour que effectivement les apprentissages soient meilleurs. Et cela se fait aussi donc par le renforcement des compétences des enseignants en poste, comme par une intervention dans les instituts de formation initiale des enseignants. Le deuxième volet dans lequel nous travaillons, c'est pour faire face aux enjeux de la lecture, écriture et du calcul dans les premiers apprentissages. Les experts disent qu'on n'apprend qu'une seule fois dans sa vie. Autant le faire dans la langue du milieu. Ce qui est démontré, c'est que quand on apprend bien à lire, à écrire et à calculer dans sa propre langue, au moins dans les 2-3 premières années d'apprentissage, on apprend mieux les autres langues et on peut aller plus loin. Donc nous, en tant que francophones, on a intérêt à appuyer l'apprentissage dans les langues nationales. C'est ce que la francophonie fait avec l'appui de l'Agence française de développement et d'autres acteurs. Donc nous œuvrons aujourd'hui dans 12 pays pour que la maîtrise des langues nationales soit effective, justement pour un meilleur apprentissage dans le domaine de la lecture, écriture et des calculs. Et nous travaillons effectivement aussi sur le transfert de ces langues nationales vers la langue française. Mais quand on a fait cela, ce n'est pas tout, puisque on aura réussi le jour où tout ce que nous faisons est pris en compte dans les politiques éducatives des pays. Parce que c'est les pays qui assurent le pilotage de leur système éducatif. Donc nous travaillons également au renforcement des politiques éducatives des pays et à leur accompagnement. Vous avez remarqué que c'est là l'objet principal de la mission de l'IFEF. Le troisième axe dans lequel nous travaillons, c'est sur la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. L'enjeu ici étant de faire en sorte que les lieux de formation soient en étroite relation avec les milieux économiques. Et nous aurons entièrement gagné le jour où les milieux économiques vont être particulièrement investis dans la conception des formations, dans leur évaluation aussi et dans le processus de certification. Nous mettons en œuvre avec différents acteurs les approches par compétences qui permettent de savoir exactement ce que l'apprenant est capable de faire à l'issue de chacune de ces formations. Et nous avons de cette manière travaillé sur la réforme du baccalauréat au Sénégal, etc., etc. Et nous travaillons pour le développement du tourisme ici et là. Mais tout cela passe aussi par un accompagnement de la maîtrise de la langue française. Donc, un autre point qui est très très important à souligner, c'est l'appui aux réformes et aux politiques éducatives, qui traversent tous les 3 axes dont je viens de vous parler, et qui justement soulignent le fait que nous ne pouvons pas travailler à la place des États. Les États ont l'entière responsabilité de leur système éducatif, et donc nous devons leur fournir les outils, l'expertise, les accompagner pour qu'effectivement ils puissent opérer les transformations qui s'imposent, auxquelles qu'ils ont décidé librement de mettre en œuvre. La question aussi, et qui nous interpelle, nous en tant qu'institut, mais qui interpelle aussi l'ensemble des acteurs de l'éducation et de la formation, c'est de faire en sorte que tout ce que nous faisons en amont puisse aller jusque dans la salle de classe. Parce que si ça n'atterrit pas dans la salle de classe, vous comprenez très bien que les apprentissages vont rester toujours au même niveau. Donc, il ne faut pas multiplier les séminaires, etc., etc. Oui, il faut en faire, mais il faut s'assurer que les innovations, les décisions qui sont prises en avant aillent jusque dans la salle de classe. Et nous y veillons à l'Institut, mais nous travaillons aussi à renforcer l'environnement de l'apprentissage de l'élève. Donc, c'est pour cela qu'en plus des contenus que nous concevons, que nous co-construisons avec les États pour la formation des maîtres, la formation des directeurs d'école, etc. Nous travaillerons sur la période 2019-2022 à produire des outils contextualisés qui ne remplacent pas ceux qui sont déjà développés par qui sont conformes au curriculum décidé par les États, mais nous travaillerons donc pour des outils qui complètent les documents officiels pour justement favoriser l'apprentissage de l'élève. Mais tout cela ne fonctionnera pour nous en francophonie que s'il y a une parfaite maîtrise de la langue française. D'où l'importance du dispositif que nous construisons à l'Organisation internationale de la francophonie pour un meilleur enseignement-apprentissage du français et en langue française à une échelle massive. Mais cela prend une parfaite solidarité, synergie, mise en commun
des outils, des compétences de l'ensemble des acteurs de la francophonie, tels que l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université Senghor, TV5 et les opérateurs nationaux. Donc nous sommes appelés à travailler activement là-dessus. Et puisque nous sommes en Arménie aujourd'hui, donc j'ai le plaisir de vous dire que le Centre régional pour les études francophones pour l'Europe centrale et orientale est rattaché fonctionnellement à l'Institut de la francophonie pour l'éducation de la francophonie, et donc nous travaillons avec elle sur vraiment les différents chantiers, notamment celui de la maîtrise et du renforcement des compétences du français. J'ai découvert ici, en tant que directeur de l'IFEP, qu'il y a beaucoup de choses qui se font par les enseignants de français ici. Et notre devoir, c'est aussi de faire en sorte que tout cela vienne nourrir ce que nous faisons ailleurs, en Afrique, dans la Caraïbe, dans l'Asie et partout. Donc, on est très heureux ici de savoir que la langue française, c'est une langue qui permet de tout faire, d'être ingénieur, d'être médecin, d'être journaliste comme vous, d'être réalisateur, caméraman, d'être restaurateur, entrepreneur et tout cela. Donc c'est une langue qui a de la force, en plus d'avoir le charme qu'on lui reconnaît. Donc vous venez de parler de technologie, de haute technologie, de l'intégration, de l'innovation dans la pédagogie. Comment vous voyez ça? Alors, aujourd'hui, les téléphones portables que nous avons dans nos poches, les tablettes que nous avons à disposition, sont plus puissants que les ordinateurs que nous avions il y a seulement 10 ans. Et on l'a avec soi. Donc, ce que nous voulons faire, et nous le faisons déjà, puisque nous avons équipé 600 enseignants au Sénégal de tablettes qui leur permettent d'avoir tout leur contenu de formation. Ils travaillent en relation avec leurs autres collègues. Nous, à partir de la base, nous pouvons suivre ce qu'ils font. Ils peuvent partager leurs pratiques. Et donc, nous voulons nous appuyer sur la technologie du mobile, que ce soit les tablettes, les téléphones. Et on peut le faire même avec les téléphones qui ne sont pas des téléphones intelligents. Et nous voulons utiliser, en plus de l'Internet maintenant, qu'on a partout, pour pouvoir justement mettre à la disposition des outils d'auto-formation, des outils de formation, mais aussi d'accompagnement de l'ensemble des acteurs dont je vous ai parlé tantôt. Donc là, mais attention, ces outils-là ne remplaceront jamais les enseignants de proximité, les tuteurs, dont nous avons la responsabilité du renforcement des compétences et avec lesquels nous travaillons au quotidien. N'oublions pas que l'un des défis aussi, c'est de faire en sorte que ce que nous faisons puisse aller aussi dans les coins les plus reculés des pays. Et là, on a besoin d'intermédiaires, on a des hommes et des femmes en place qui sont capables d'assurer le relais et nous devons penser à eux aussi. Mais heureusement, même dans les zones rurales aujourd'hui, on a une pénétration du signal Internet qui est plus importante. Donc, mettre vraiment à profit les outils mobiles, mais aussi tous les outils d'apprentissage partagé, mettre à profit tout ce que nous offre le paysage des ressources éducatives libres et partagées, donc qui peut être dans une logique de co-construction enrichie par l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Merci et je vous remercie infiniment de ce temps de parole que vous m'avez accordé et j'en profite pour saluer tous les jeunes francophones, hommes et femmes qui nous écoutent. Je vous remercie. En Arménie, le nombre de gens désirant apprendre le français augmente pour des raisons différentes. Madeleine Davtian, enseignante de français à l'Alliance française d'Arménie, est ici au plateau de Radio Vent pour nous donner plus de détails. Bonjour Madeleine. Bonjour. Quels sont vos étudiants? Pourquoi ils apprennent le français? Mes étudiants sont plutôt des adultes. Ils sont des étudiants de différents domaines. Ils peuvent être des étudiants de différentes universités, ils peuvent être des professionnels déjà. Et leurs objectifs aussi sont différents. Par exemple, les étudiants apprennent le français pour continuer leurs études en France, en Suisse. Et voilà pourquoi ils ont besoin de l'examen de DELF et ils doivent améliorer leur langue pour pouvoir réussir à l'examen du B2 et ils étudient pour partir faire le master et après ils reviennent surtout en Arménie et ils
trouvent plus facilement un job que sans un master ou un master qu'ils puissent faire en Arménie. Et les professionnels déjà, ils étudient le français pour faire des stages professionnels, aussi dans des pays francophones. Soit ils ont trouvé déjà des travaux, des jobs, et ils désirent déménager, s'installer à un pays francophone, et ils ont besoin de l'amélioration de la langue. Quelles sont vos méthodes d'enseignement de français? Comme vous avez déjà noté, je suis enseignante à l'Alliance française et la méthode de l'Alliance française, c'est l'approche actionnelle. L'approche actionnelle, c'est tout à fait différent de la méthode traditionnelle qu'on connaît ici. On met l'accent sur la communication, sur l'atmosphère francophone et français en même temps. C'est-à-dire nous offrons une opportunité à nos étudiants de se retrouver pendant 1 heure, 2 heures de leçon dans une ambiance totalement française et francophone. Et donc, en parlant français, ils commencent à parler, à communiquer plus facilement en français. On enseigne aussi la grammaire, mais on donne aussi la possibilité de pratiquer leur connaissance, la grammaire qu'ils étudient, le vocabulaire qu'ils étudient. C'est-à-dire, ce n'est pas le livre, ce ne sont pas surtout les exercices qu'ils font. On communique et on parle seulement français. Et même le premier cours pour les débutants, c'est en français, n'est-ce pas? Oui. Dès le premier moment, quand ils entrent dans la salle, le français commence. C'est-à-dire même pour les débutants, c'est très intéressant, parfois très choquant aussi, parce qu'ils n'imaginent pas comment ils peuvent parler français sans rien comprendre. Mais c'est possible. Et nous sommes des exemples qui montrent que c'est possible. Et c'est fascinant aussi parce qu'après la première leçon, quand une étudiante sort de la salle, et il peut se présenter, même il peut présenter son ami, ça impressionne, ça motive les gens. Une motivation pour continuer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Quelle est la plus grande difficulté pour les étudiants lors de l'apprentissage du français? Comme vous savez, donc la langue française connaît le masculin et le féminin, ce qui est très différent de notre langue maternelle. Et je dirais que le genre masculin-féminin, le sexe de la langue, c'est la bête noire de nos étudiants. Pour les débutants, c'est vraiment un cauchemar. C'est comme un cauchemar parce qu'ils ne peuvent pas comprendre pourquoi la table est féminin et pourquoi le livre est masculin. Mais c'est la première impression. Après, ils commencent à sentir que oui, ça vient. Ils commencent à comprendre pourquoi ce mot est féminin, quelle terminaison il y a pour différencier ces masculins ou féminins. Et même jusqu'au niveau B2, B1, il y a des difficultés pour différencier les expressions avec les adjectifs, par exemple, dire masculin-féminin, la concordance. Mais après, ça marche. C'est le problème le plus grave, on pourrait dire, pour l'apprentissage. Et je voudrais noter aussi le subjonctif, ce qui est aussi ce qui représente une difficulté, mais pas du point de vue grammatical, mais du point de vue de la perception de la compréhension du subjonctif. C'est un peu difficile pour les étudiants parce qu'en arménienne, nous aussi, nous avons le subjonctif, mais quand nous parlons notre langue maternelle, nous ne comprenons pas que c'est le subjonctif. Et premièrement, il faut faire connaître aux étudiants que le subjonctif, c'est un sujet normal, naturel. Nous aussi, nous l'utilisons. Donc la première difficulté du subjonctif, c'est ça, c'est de comprendre l'idée du subjonctif. Mais concernant la grammaire, l'utilisation, après, ça marche très bien. Merci Madeleine, merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. Notre émission touche à sa fin. C'était le rendez-vous de l'EIF en partenariat entre la Radio Vent et le Courrier d'Erevan.